Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire enfin mon bilan, mes coups de cœur de 2021. Alors, je pense que ce sera une vidéo qui aura peut-être plusieurs parties. Je vais pas faire un top 10 ou un top 5 parce que je préfère rester sur vraiment les coups de cœur que j'ai eus. Voilà, il y a des années où vous en avez peu, il y a des années où vous en avez plus. Là, je dois tourner autour de 10, je pense, 10 coups de cœur. Je sais pas exactement, j'avoue que j'ai pas compté. Alors, c'est pas un exercice facile parce qu'il y a des livres qu'on a, j'ai regardé mon carnet de lecture, je me suis dit, bah mince, il y a des livres dont je ne me souvenais plus, d'autres dont je me souviens, mais pas tous les détails. Et puis, il y a ceux que vous avez lus en début d'année, on n'a peut-être pas encore assez de recul pour savoir si c'est un coup de cœur ou pas. Donc, bon, c'est pas évident. En tout cas, j'ai sélectionné voilà, les livres qui m'ont laissé le plus d'impression et qui m'ont le plus marqué. Donc, il y a un peu de tous les genres. Il y a de la romance historique, il y a de ce qu'on appelle de la littérature blanche ou du roman contemporain, il y a de l'héroïque fantasy. C'est vrai que cette année, j'ai lu pas mal de. Je me suis rendu compte en regardant mon carnet que j'avais fait pas mal. J'avais lu pas mal de romans fantastiques. Euh, voilà, il y a un peu de l'historique, donc voilà. De toute façon, je vais vous les présenter, vous verrez. Puis je vous mettrai en barre d'infos les titres des livres, voilà, si vous souhaitez à votre tour les découvrir. En tout cas, là, pour moi, ce sont mes coups de cœur 2021. Alors, je vais commencer avec une romance historique qui s'appelle Le destin des cœurs perdus. Alors, hop, je vais vous montrer les couvertures des 3 premiers volumes. Donc là, on est dans une saga. Donc c'est écrit par J.C. Stenier. On est dans une saga qui comporte 5 tomes. Elle s'arrête aux 5 tomes. Donc on va suivre, on est en Angleterre au début dans le tome 1, on est en Angleterre à la fin du XIVe siècle et on suit la famille de Percival qui sont des nobles assez aisés. On va commencer par suivre les filles aînées du comte de Percival. Et ensuite, on va suivre leurs descendants, en fait. Enfin, dans le tome 2, on va suivre leur quatrième sœur qui est plus jeune dans le tome 1, et on va suivre aussi, surtout leurs descendants. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que, voilà, moi, j'aime les romances historiques, mais alors celle-ci, voilà, pour ceux qui n'aiment pas les... Enfin, c'est vrai que le terme romance, ça ne plaît peut-être pas totalement à cette saga, parce qu'on est... Oui, il y a des histoires d'amour, il y a un peu de sensualité, mais surtout, elle s'inscrit dans une période historique bien précise, et on sent que l'auteur a fait des recherches, et voilà, c'est pas au hasard. Elle s'est inspirée des mœurs de l'époque. C'est vrai qu'elle a eu des lecteurs qui étaient choqués de voir tel ou tel personnage féminin se marier très jeune. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, enfin à cette époque-là, à 14 ans, vous pouviez être marié. Les mœurs étaient totalement différentes. Et vraiment, on sent qu'elle s'est vraiment renseignée. Et je trouve que plus on avance dans la saga, plus l'écriture est travaillée et plus le contexte historique est aussi présent. Alors bien sûr, on va plus s'attarder sur la famille de Percival et ceux qui les entourent, mais on découvre, voilà, on est bien au Moyen Âge où la place de la femme est quand même très compliquée. En plus, comme ce sont des nobles, alors certes, ils sont privilégiés par rapport aux gens du peuple, mais en même temps, voilà, ils font pas forcément les mariages qu'ils veulent, ils ne font pas forcément des mariages d'amour. C'est-à-dire, on le verra dans le tome 1, enfin, même si à la base c'était censé être un mariage d'amour, on va dire que ça se passe très mal. Ce qui va d'ailleurs nous amener sur le tome 2 avec la vengeance de la quatrième sœur de Percival. Et puis dans les suivants, on va suivre leurs descendants. Donc ils sont en partie en Angleterre et en partie en France. Ils sont un petit peu les pantins la reine mère qui règne à ce moment-là en France, avant que son fils n'accède au pouvoir. Ils sont aussi, alors voilà, le château familial, c'est Castel d'Arc, et il est victime d'une malédiction. Il y aurait un fantôme dans le château, ce serait leur aïeul, en fait, enfin leur grand-mère, qui hanterait le château parce que son mari, en fait, l'aimait, mais n'a pas su lui montrer qu'il l'aimait. C'est vrai qu'on est au Moyen-Âge et à cette époque-là, les femmes, bon bah voilà quoi, c'est bien, elles étaient là pour voilà, faire des mariages arrangés, pour qu'on s'échange des terres, pour des alliances et puis surtout pour faire des enfants. Et
Et même si son amour était sincère, il n'a pas su lui montrer. Et elle hante d'autant plus le château quand on sait ce qui se passe à la fin du tome 1. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance historique qui n'est pas du tout manichéenne, qui se finit pas forcément bien à chaque fois. On n'est pas dans la jeune femme qui court dans le pré et qui se fait rattraper par l'homme super bodybuildé pour qu'il l'embrasse farouchement. C'est vraiment, c'est-à-dire que la vie de l'époque est respectée. On entre vraiment dans la vie de l'époque, même s'il reste une grande peinture, bien sûr, d'aventure et d'amour. Donc je vous conseille, alors, pour ceux qui aiment les romances historiques un peu plus fleur bleue, je vous conseillerais quand même de lire parce que c'est autre chose. C'est bien aussi de plonger un petit peu dans l'histoire. Pour ceux qui sont pas trop, qui n'osent pas, qui ont peur que ce soit trop gnangnan, je vous conseille complètement parce que historiquement c'est respecté. On adore, on s'attache complètement à ces personnages et ils sont vraiment très bien écrits. L'écriture de l'auteur est vraiment très agréable. Et je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé une progression au fur et à mesure dans sa façon d'écrire. Et j'attends avec impatience qu'elle ressorte d'autres romans maintenant. Donc j'ai même offert la saga à ma mère, pour vous dire, je lui suis dit, elle va aimer aussi, et je suis contente parce qu'elle aime bien aussi. Donc voilà. Donc je vous conseille La Malédiction, non, c'est Le Destin des Cœurs Perdus de J.C. Stenier. Alors le deuxième livre qui a été un véritable coup de cœur, je ne m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur pour ce roman. C'est l'auteur qui m'a... Alors l'auteur c'est Roxolane Alexandra Larossa, c'est elle qui m'a contactée. Je dis ouais, on va essayer. Bon, un livre assez court, j'y croyais pas trop et franchement, j'ai eu un véritable coup de cœur. Ce roman, il est juste magnifique. Encore une fois, moi, ce que j'adore dans les romans, c'est quand alors, pas forcément pour les romans noirs, thriller, suspense, mais voilà, ça, c'est le genre de roman qui me fait voyager, qui me fait vivre à une autre époque, qui me fait rentrer dans une autre époque ou dans un autre monde quand il s'agit de fantastique. Et j'adore ça, quoi. Et voilà, et ce livre, vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur le coup, et ce coup de cœur est resté. Et franchement, j'ai adoré. Alors, il s'appelle Calacria. Le nom n'est pas facile à retenir. Calacria, en fait, c'était une forteresse dans l'actuelle Bulgarie, si je ne me trompe pas. Et, elle existe encore, mais je pense que ce sont plus que des ruines maintenant. On doit pouvoir la visiter, mais voilà, c'est des ruines. Alors, vous comprenez, là, on se retrouve pareil, fin du XIVe siècle. Donc, en plein pays slave, ce qui m'a plu parce que je ne connais pas grand-chose au pays slave. Alors, c'est rigolo parce qu'à la fin de l'année, j'ai aussi lu un livre qui se passe en Russie et qui aborde d'ailleurs les mêmes légendes concernant les roussalki, qui sont des femmes qui attirent hommes et jeunes femmes dans l'eau avec elles, si on a le malheur de les croiser la nuit, d'entendre leur chant. Et justement, ils en parlent dans Calacria et ils en parlent dans un autre roman que j'ai lu à la fin de l'année. Donc par deux fois, je me suis retrouvée plongée dans les légendes slaves. Et franchement, j'ai adoré ça. Et là, d'ailleurs, il y a une scène avec les roussalki, donc Calacria. Et là, on va suivre, alors à chaque fois j'ai du mal avec le nom de l'héroïne, on va suivre Bicéra. Alors Bicéra, donc on est dans un petit village slave fin du XIVe siècle. C'est une très jolie jeune femme. Elle est sans famille, elle est belle. Elle a un don de guérison. Donc, n'étant pas mariée, elle attise forcément les convoitises des hommes, même si elle n'y répond pas, et évidemment, ce qui attise la jalousie des autres femmes. Alors, à cette époque-là, on ne faisait pas dans la dentelle. Quand une femme sortait un peu des sentiers battus, on dressait tout de suite le bûcher. Donc, la pauvre va se retrouver à deux doigts d'être brûlée quand un noble va passer par là et lui sauver la vie. Alors, ce noble, est-ce que je vais... c'est un voïvode, voilà. Le terme voïvode. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la légende de Dracula, le vrai Dracula, pas le vampire des légendes, mais le vrai comte Dracula, c'était un voïvode. C'est un peu l'équivalent d'un comte en Europe de l'Ouest, en fait. Donc, il va décider de l'aider. Comme c'est une guérisseuse, il l'emmène avec lui. Donc il y a des relations qui vont se développer avec lui, mais aussi avec le fils du voïvode, parce qu'ils ont des rapports un peu... ils s'aiment, mais ils ne savent pas non plus montrer leurs sentiments.
le père et le fils. Et le fils est un petit peu en... Voilà, il se sent en compétition avec son père, d'autant que son père est un, un très bon soldat, quelqu'un d'assez juste, ce qui est quand même assez rare pour l'époque, apprécié de son peuple. Donc voilà, ça crée des moments compliqués, des relations compliquées que Becerra va ne faire que compliquer davantage, malheureusement pour elle. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on a encore une fois un univers magique, puisque Becerra croit, voilà, elle est un petit peu sorcière sur les bords quand même, elle croit en la magie, elle se déclare fille de Lilith, elle se déclare fille de la lune, mais en même temps, même si elle, voilà, c'est quelqu'un de très... C'est une féministe pour l'époque quand même. Enfin voilà, elle refuse de rentrer dans les carcans, elle refuse de se marier. Enfin voilà, elle veut être libre de ce qu'elle veut faire de sa vie. Et, et en même temps, elle reconnaît l'importance des hommes et le côté solaire des hommes. Donc je veux dire, en plus, il n'y a pas une négation non plus. C'est pas je suis féministe à mort et les hommes ils sont tous achetés. Non, elle reconnaît aussi le côté solaire des hommes et leur importance, mais elle revendique complètement sa liberté. Et puis elle va se retrouver, elle va retourner dans son village d'enfance. Donc c'est là qu'on va retrouver un petit peu plus les légendes. On se rend compte aussi de la dureté de... Voilà, on est encore une fois, on est au Moyen-Âge, sauf que là, on est dans les pays slaves. On se rend compte encore une fois de la dureté de l'époque. C'est vrai que l'auteur aussi, encore une fois, nous fait plonger dans un monde à part. Alors moi qui ne connais pas tellement les pays slaves et encore moins voilà, le Moyen-Âge et les légendes, leurs légendes, voilà, c'est une découverte d'un autre monde à travers les yeux de Becerra et c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce livre. Enfin, je vous le conseille parce que, voilà, en plus il est très court, voilà, il se lit très facilement. Alors heureusement il va y avoir un tome 2 parce que sinon... Mais voilà, je suis contente qu'il y ait un tome 2. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais en tout cas, voilà, j'ai fait une très belle découverte avec Alacria. Alors ensuite, on va partir un petit peu dans un autre lieu, une autre époque, la nôtre, mais en Afrique avec Atchouri de Serge. Alors un petit peu de reflet, vous m'excuserez. Je préfère vous montrer les couvertures en couleur parce qu'en noir et blanc, c'est pas super. Voilà, Atchouri de Serge Leterrier. Alors là, on va se retrouver en Afrique. À notre époque, donc on suit l'histoire de Mel, qui est un jeune noir qui a perdu ses parents. Il a été élevé par sa grand-mère et par une... parce que cette époque-là... enfin, cette époque-là... Non, à notre époque, malheureusement, il y a toujours une séparation noir-blanc. Mais lui a été élevé par sa grand-mère, mais aussi par une femme blanche, qui est femme de diplomate, donc qui en plus vit dans un grand confort matériel, qui sont des gens riches. Il a été élevé donc par cette femme et avec le fils de cette femme. Mais malheureusement, celui-ci s'est noyé. Sauf que Mel ne se souvient que très peu. Il se souvient qu'il était avec le fils de cette femme. Il se souvient qu'il s'est noyé, mais ça reste très très confus dans sa tête. Donc voilà, il se demande ce qui s'est passé exactement. Et ces deux femmes, qui sont ces deux figures parentales, en fait, vont décéder quasiment en même temps. Et la femme du diplomate va lui donner une série de lettres où elle lui demande d'entreprendre un périple à travers une partie de l'Afrique. Et là, on part dans un voyage réaliste. Il y a des pays qui sont en guerre, il y a la pauvreté, vous avez des trafiquants d'armes ou de pierres précieuses. Ils sont parfois, parce qu'il part avec son meilleur ami Sali, sont parfois arrêtés par des militaires, par des hommes armés. Donc voilà, ils s'en sortent par des bakshish, quoi, en donnant de l'argent. Enfin, on sent bien que la situation est toujours très compliquée. Mais ce que j'ai aimé, c'est, oui, effectivement, voilà, c'est compliqué en Afrique, mais l'auteur nous offre une image de l'Afrique loin du côté pauvre, misérable ou en guerre. Il part dans les légendes, encore une fois, il part dans les légendes africaines, pardon, et il parle de ces, voilà, de la naissance, voilà, des premiers Africains, enfin, voilà, ce qui aurait constitué, selon les légendes, leur monde. Et encore une fois, on rêve, quoi, on est complètement pris dans ce voyage onirique aussi que fait Mel par le biais de rêves prophétiques parfois. Il rencontre même, je crois que c'est au pays d'Ogo, il rencontre un homme qui va lui expliquer qu'en fait les Africains sont les descendants de créatures venues de l'espace, voilà, qui ont laissé des choses sur Terre. Parce que
l'Afrique est aussi le berceau voilà, des premiers humains. Donc voilà, l'auteur repart aussi voilà, de ce constat en nous parlant de ça. Et voilà, voilà, Mel va entreprendre ce voyage tout en étant poursuivi un petit peu par ses rêves et ses cauchemars sur son enfance. Il va faire des rencontres. Alors il part aussi avec son ami Sally, qui, contrairement à lui, n'a pas eu du tout une jeunesse et une enfance heureuse, puisqu'il est orphelin, il a été jeté dans la rue, il a dû se débrouiller par lui-même. Et lui-même va rencontrer son destin au cours de ce voyage. Donc c'est vraiment un livre voilà, qui est très poétique, qui nous rappelle qu'effectivement, voilà, la situation n'est pas facile en Afrique, mais qui nous rappelle aussi que c'est pas qu'un pays où ne règne que la guerre, que c'est aussi un pays riche en histoire, en légendes, en personnes célèbres, en guerriers de légende. Et c'est vraiment, encore une fois, voilà, j'ai voyagé, j'ai découvert l'Afrique autrement que parce qu'on peut voir sans arrêt à la télévision. Et c'était un superbe voyage. Donc je vous conseille aussi Hatchouri de Serge Leterrier. Alors je pense que je vais m'arrêter là pour le moment parce que j'en ai encore... et puis je bavasse peut-être un petit peu trop, mais voilà, j'ai encore plusieurs livres à vous présenter et vraiment qui ont été des coups de cœur. J'ai ce qu'on appelle aussi un roman feel-good, c'est vrai, j'avais oublié le roman feel-good. Il y aura encore du fantastique, il y aura du policier un petit peu, mais un policier un peu particulier. Voilà, mais ce sera, voilà, je ferai ça dans le cadre d'une autre vidéo. Donc j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces auteurs et ces romans. Je vous mettrai toutes les infos en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite encore de belles aventures livresques, de belles découvertes et je vous dis à bientôt. Ciao!